Kaléidoscope assez légèrement théorique. Voilà. Donc n'oublie pas de dire ce que tu m'as dit hier soir. Je souhaitais que Gruber vienne travailler avec les élèves du conservatoire. Je le souhaitais depuis que j'étais arrivé au conservatoire, puisque j'avais travaillé avec lui dans Bérénice au français, que ça m'avait beaucoup apporté. Et Klaus ne voulait pas, me disait je ne sais pas si je suis pédagogue, je crois que je ne suis pas pédagogue, je ne vois pas comment je pourrais faire. Jusqu'au jour où il me dit il y a peut-être une solution, si je travaillais, si je pouvais venir avec un acteur expérimenté, avec quelqu'un qui connaisse bien le métier, qui ait été longtemps dans le métier, alors peut-être que je pourrais travailler avec cet acteur et les jeunes étudiants du conservatoire, voyant comment tous les deux nous y prenons, ils pourraient peut-être comprendre quelque chose. Et moi, je trouvais que c'était une très bonne idée. J'ai dit oui, c'est bien, Klaus, et tu penses à qui? Alors, il me dit, eh bien, je pense à Michel Piccoli. Alors, j'ai dit oui, c'est une excellente idée, mais je ne connaissais pas Michel, je le connaissais pour l'avoir vu jouer. Michel est quand même impressionnant. C'est une personnalité impressionnante pour un acteur. C'est terminé, je ne voudrais pas vous interrompre. Il faut dire que Marcel Bozenet est comédien aussi. C'est-à-dire que son travail est très riche et pas complexe du tout, mais multiple. Comédien à la Comédie Française. C'est là qu'il a rencontré Klaus Gruber. Je ne sais pas, peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas qui est Klaus Gruber. Klaus Gruber est... Tout le monde le connaît, levez la main ceux qui ne connaissent pas. Alors Klaus Gruber, de nationalité allemande, commence très vite à être acteur, très vite abandonne le métier d'acteur, vient en Italie pour travailler avec Georges Strehler. Il a été très longtemps l'assistant de Georges Strehler. On ne sait pas, quand on le connaît bien, s'il est allemand ou il est sicilien, car il a découvert la Sicile. Il parle parfaitement italien. Il a une passion pour la Sicile. Il a tourné un film que je n'ai pas vu, que peu de gens ont vu, qui est un film tourné à Catania et autour du Vesuvio, avec Bruno Ganz. Etna, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est vrai que c'est pas du tout le même pays, mais là j'ai fait une gaffe très très grave. Une grosse faute géographique et politique. Veuillez m'en excuser. Il a fait un casting avec les différents... Moi j'ai rencontré Klaus Gruber d'une façon absolument mystérieuse. J'assistais à un spectacle au Petit Théâtre de Chaillot. Ça faisait de nombreuses années, trop nombreuses, dans lesquelles je ne faisais plus de théâtre. Et après la présentation, quelqu'un s'est penché sur mon épaule et m'a dit « Je suis Klaus Gruber, je voudrais que l'on fasse le Faust ensemble. » C'était comme si il n'est jamais venu sur mon épaule, le bon Dieu, mais c'était comme si un bon Dieu venait sur mon épaule. On a travaillé très longtemps à la préparation de ce Faust. Hélas, quand enfin la réalisation a pu se faire, je n'étais plus libre pour jouer ce Faust. Ça a été un peu tragique pour moi, comme ça. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a gardé une amitié très secrète, Klaus et moi, sans travailler ensemble. Et quand un jour, Marcel Bozenet a dit, parlé de ce projet, je suis revenu sans nostalgie 20 ans en arrière, ou 25 ans, Alain Crombec, qui était un des maîtres, je crois, de cérémonie de cet événement, pourrait dire la date exacte. Comme ça, il parlerait. Et alors, il y a comme ça, c'est comme dans la vie, on rencontre une personne, un individu, un ami ou une femme, et puis il y a émerveillement, et puis il y a ratage, et puis on se retrouve. Et je crois que c'est comme ça que j'aime vivre dans mon métier, c'est-à-dire les rencontres,
les rencontres sans mariage ou sans enfantement immédiat. Et moi, j'ai tout le temps de vivre. Et même encore aujourd'hui, j'ai tout le temps de vivre. Et même ce prix Europa qui pourrait faire une merveilleuse nécrologie, je pense qu'il me donne encore un coup de pied dans le cul pour continuer. Voilà. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait dire, Marcel? Alors oui, Klaus Gruber, dans ce café où nous étions, commençait à avoir un doute immense, parce que c'était un homme d'une grande puissance d'invention, mais extrêmement pudique, extrêmement timide, extrêmement réservé, qui n'aime pas paraître. Et il a eu très peur à un moment. Il a eu très peur de se dire comment je vais oser manipuler Pirandello, parce qu'il n'était pas question de jouer la pièce dans son entier. Comment est-ce que je vais me permettre de devenir grand professeur de cette grande école d'art dramatique parisienne? Et en effet, il avait besoin de ma complicité, sans doute, pour l'encourager. Tout immense qu'il soit, les gens immenses ont toujours besoin d'une complicité. Klaus et de cette... Alors, à un moment, la conversation, je ne me souviens plus ce que j'ai dit, mais je sais pas, j'ai renvoyé le ballon comme un jeu subtil, et j'ai réussi à mettre en doute son doute, quoi, hein, sinon à le convaincre. Et alors on pourrait résumer le travail de Gruber, mais je l'ai déjà dit hier, mais enfin si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, c'est qu'il a commencé à nous expliquer comment il voyait le travail qu'on devait faire et comment devait être le résultat, si c'était possible, et il nous a dit, il faudrait que ça soit comme ça. Qu'est-ce que vous voulez comprendre quand une personne qui est votre maître à faire ne vous donne pas plus d'explications? Mais quand c'est un Klaus Gruber qui émet un son comme ça et qui fait un geste comme ça, on comprend que ça doit être tout le mystère, toute la légèreté, toute la subtilité et jamais d'agressivité mauvaise pour faire une démonstration. C'est juste? Ouais, c'est beau. Georges me dit, on parlait hier soir, effectivement, on a beaucoup parlé on parlait de l'enfance, extrêmement silencieux, quoique votre famille soit de musiciens. C'est un monde extrêmement silencieux et vous dites les visites, par exemple, d'une branche de votre famille comme des somnambules, des fantômes, et vous parlez de Dieppe. Et vous parlez aussi de vos colères d'enfance. C'était dans le sujet d'hier. C'était dans dans les différentes contributions qui ont été faites, c'est-à-dire le militant, l'engagement politique, l'engagement militant. On en parle incidemment parce que c'est important. Dominique le disait tout à l'heure, les questions à Ljubljana ou les questions ici ou là. Et c'est vrai. Le théâtre de la vie, le théâtre qui se joue tous les jours sous nos yeux, celui-là, il intéresse rudement Michel Piccoli. Et je crois que ce qui m'a beaucoup frappé au fur et à mesure des années, c'est qu'il était toujours là. Notre parcours artistique alors c'était déjà un hommage, un autre aujourd'hui, et je trouve que il y avait justement en filigrane dans tout ce qui se disait ou ce qui se sentait ce jour-là que l'homme dans la cité, avec ses talents et sa volonté, il faisait passer quelque chose. Vous le faites et de ça, moi je lui suis extrêmement reconnaissant. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié et la raison pour laquelle je tenais à être là dans ces quelques jours. J'ai eu la chance, avant la dernière guerre,
d'entendre à travers le poste de radio les discours de Adolf Hitler. J'ai eu la chance, adolescent, de lire un peu Mein Kampf d'Adolf Hitler. J'ai eu la chance, un peu comme dans le film de René Clément, ces deux enfants qui sont sous les bombardements, comment s'appelle ce film ? Jeux interdits. J'ai eu la chance d'être obligé de traverser une bonne partie de la France à bicyclette, tout seul, car nous étions tous en train de fuir. C'était les pré-exodes dont on nous parle maintenant en Serbie ou ailleurs. Et j'ai eu la chance d'y réchapper. J'ai eu la chance, le malheur commençait à augmenter, je comprenais, de voir pour la première fois de ma vie un vieil homme, il devait avoir 40 ans, pleurer. J'étais dans une ferme, donc réfugié en Corrèze. Je voyais un vieil homme, 40 ans, pleurer. J'ai expliqué, j'ai demandé, mais pourquoi il pleure ce monsieur ? Et quelqu'un d'un peu intelligent, très discrètement, m'a dit, parce que c'est un juif et il a peur. Après, par hasard, parce que dans ces moments tragiques de guerre ou d'élection, je dis ça parce qu'en France, nous sommes en période préélectorale, post-électorale, vous avez le 13 mai qui va peut-être changer la face de beaucoup de choses. Par hasard, j'ai entendu l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Je n'ai jamais été un militariste, j'ai eu la chance aussi, grâce à cette guerre, de ne pas faire mon service parce que j'avais soi-disant trop souffert pendant les 4 ans d'occupation. J'ai eu beaucoup de chance d'apprendre ce qu'était l'histoire concrète, réelle du pays dans lequel je vivais. J'ai vécu tout à fait protégé dans les campagnes. Après, je suis revenu à Paris, encore protégé. Mais j'étais aux aguets et je comprenais ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai été éduqué politiquement, obligé d'être éduqué politiquement, avec des parents qui n'étaient ni au Parti communiste, ni dans aucun parti révolutionnaire. Mais j'ai été éduqué, j'ai tout de suite compris. Et ça m'a fait prendre parti. Vous me direz, mais il y a 50 ans de ça, qu'est-ce qui va nous ennuyer avec la dernière guerre mondiale ? C'est un ancien combattant. Je ne suis pas du tout un ancien combattant. J'ai essayé de combattre un petit peu à cette époque-là, mais enfin c'était très fugace. Mais j'ai des amis qui ont combattu d'une façon admirable, qui sont encore en vie. Et j'ai toujours eu envie de combattre. Mais comment ? D'une façon très modeste et médiocre. Alors je vais en terminer. Au moment de la guerre du Vietnam, un exemple. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi un artiste prend parti ? D'abord, je dirais pourquoi un artiste ne prend pas parti. Il y a tous les gens que j'ai entendu dire, des amis ou moins amis, etc., qui disent « Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas ». C'est déjà qu'ils s'éloignent de ça. C'est-à-dire qu'ils sont encombrés par la politique, ou qu'ils ont peur de la politique. Mais déjà, si on se désengage, on fait de la politique. C'est pas abstrait ce que je dis, ni absurde. Et au moment de la guerre du Vietnam, on militait, et à ce moment-là, je commençais à être un peu plus connu, et alors des gens extrêmement furieux de me voir militer disaient « mais c'est immonde, c'est pour... Je le chope avant qu'il soit trop embarrassé. Parce que... Non, je le chope avant. La première fois que je dis que j'ai vu Michel, je pense qu'il était pour beaucoup pour que je fasse un film très inattendu qui était 7 morts sur ordonnance, où j'avais jusque-là une statue de personne un peu drôle mais assez frivole. Et je pense qu'il était pour beaucoup que je fasse ce premier film dramatique sans doute. Ensuite, il était mon partenaire aussi pour un film avec moi et de Jacques Doyon. Et là, j'ai vu qu'on ne pouvait pas avoir un partenaire plus généreux. Quand je me gourais du texte, quand je ne savais plus mon texte, il marquait mon texte sur son chapeau.
faut que je puisse lire les répliques parce qu'il savait très bien que Jacques serait tellement fâché avec moi. Et plus tard, quand on avait fait la fausse suivante de Marivaux avec Patrice Chéreau, il était encore une personne bienveillante, pas seulement pour moi, mais je m'en souviens que quand ma fille Charlotte avait commencé le cinéma, tout le monde commençait à dire « est-ce que c'est très sage de laisser un enfant de 12 ans faire du cinéma ?» Et Charlotte montait les escaliers vers Michel, il a ouvert ses bras, il a dit « bienvenue » dans la famille de tout ce qu'on est. Et c'est très confort, j'ai toujours su que je pouvais compter sur lui toute ma vie. J'ai toujours su aussi qu'il planerait sur moi, sur beaucoup de projets de films, comme en effet La Belle Noiseuse, où il m'a fait encore apprendre mon texte pendant qu'il tartinait les toasts le petit matin pour tous nos enfants. Et quand j'ai rencontré Ludivine, je me suis rendu compte qu'on peut marier quelqu'un qui vous fait encore meilleur. Il me semblait qu'il ne pouvait pas être meilleur, mais là, il était en être humain encore meilleur. Et puis, il était la seule personne aussi qui voulait faire des petits 1 minute avant les actualités pour dénoncer des inactions serbes pendant la guerre en Sarajevo. Il était la seule personne qui voulait bien donner sa voix et son image en noir et blanc avant les actualités. Donc de cet homme généreux et rigolo, parce que je m'en souviens que quand on parlait chez la maison avec Ludivine, il m'avait dit une chose qui m'a marqué toute ma vie, c'est qu'il ne supportait pas les gens qui tiraient sur les papiers toilettes et qui laissaient le rouleau vide et qui perchaient un autre rouleau de papier chaude dessus. Et toute ma vie, depuis, chaque fois que j'étais tentée de laisser le rouleau et plof, mettre un truc, je me dis, oh non, Michel serait pas content du tout. Donc je sais aussi, c'est un homme de grande rigueur. Et je suis très fière d'être, j'espère, son ami. En tout cas, je traverserai, il y aura probablement le monde pour lui. Voici la preuve. On a travaillé beaucoup ensemble, Jeanne et moi. Elle a fait l'actrice et moi j'ai fait l'acteur, on a fait ça ensemble. Mais on a aussi une vie privée tous les deux. Tout ce qu'il y a de net. Et cette vie privée que je peux avoir avec des partenaires, j'ai la chance d'avoir 2 dames avec lesquelles j'ai une profonde vie privée. Vous inquiétez pas, le mari de cette dame-là est là, Ludivine, ma femme, est là, tout va très bien. Il n'y aura pas de scandale tout à l'heure. Mais c'est très important. On peut comme ça travailler d'une façon, avec une intimité secrète, parce qu'il n'y a pas besoin de se parler, pas besoin de se dire, il suffit de se regarder. Et on se regarde et ça vous fait penser à un événement qu'on a vécu ensemble et peut-être que ça correspond à ce que le réalisateur ou le metteur en scène exige de vous au moment juste avant de dire « Allez, on joue, caméra tourne ». Et il y a aussi, quelquefois, on joue avec des partenaires que l'on n'a jamais rencontrés. Et puis là, il faut improviser. Il faut improviser cette intimité qui n'existe pas. Ou au contraire, si on sent qu'il ne pourra jamais exister d'intimité entre ce partenaire ou cette partenaire et vous-même, il faut oublier ses secrets et puis devenir un haut professionnel attentif à l'autre. Point, c'est tout. Voilà. C'est pour vous dire comment on peut voyager dans nos métiers secrets et bizarres. Tellement bizarres que en général, quand on demande à un acteur de jouer dans un film, dans une pièce, on lui donne la pièce à lire ou le scénario à lire afin qu'il ait l'air de comprendre vers quoi il s'engage. C'est une habitude commune, hein, tout à fait classique. J'ai eu une expérience avec Pascal Bonitzer tout à fait exceptionnelle. Dans ce film avec Jacques Rivette, un film qui s'appelle La Belle Noiseuse, nous n'avions pas le scénario, mais nous avions parlé beaucoup avant avec le réalisateur. Je me souviens par exemple que
Une fois, Jacques Rivette m'a dit, le personnage que joue Jane, je voudrais qu'elle ait un métier. Quel métier elle pourrait avoir? C'était une manière de travailler tout à fait extraordinaire. Et comme je sais que Jane a une passion pour la taxidermie, c'est-à-dire pour les animaux empaillés, je dis à Jacques, mais elle devrait être taxidermiste. Et dans le film, elle n'est pas professionnelle taxidermiste, mais elle empaille des animaux. Et ça, c'est une chose qui me rend extrêmement fier, de penser que l'idée qu'a eu le metteur en scène Jacques Rivette pour faire de Jane Birkin une taxidermiste vient de moi. Et oui. Et autre chose, dans ce film, on était tous très intimes, même avec Jacques Rivette, qui est un grand secret, une personne très impressionnante et en même temps tout à fait abordable, concrète. On n'avait pas le scénario, on n'avait pas le droit. Nous étions dans un côté de la maison dans laquelle nous tournions, qui était comme le studio du film. D'un côté, il y avait les acteurs qui devaient se déguiser et s'habiller, et de l'autre côté, les écrivains, dont Pascal Bonizet, qui écrivaient. Et il était interdit à Pascal Bonizet de nous communiquer ce que nous allions à jouer le lendemain. Alors c'était une attente et une jonglerie extraordinaire. Et le lendemain, Pascal Bonizet nous remettait le texte que nous avions à jouer, et nous nous trouvions devant lui, et Jacques Rivette disait, ben écoutez, lisez-le, ou lisez muettement, je crois à haute voix, et Jacques Rivette nous disait, alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez que ça c'est bien? Là, moi je crois que c'est peut-être pas bien, dites-nous. Et on donnait notre sentiment, comme ça. Ni d'écrivain, ni de réalisateur, mais de comédiens qui avaient l'air un petit peu plus intelligents que de simples haut-parleurs. Alors c'était un exercice tout à fait extraordinaire. Voilà.